Coucou, c'est Tata Neshua et dans cette 17e vidéo de la saison 4, on va parler chiffres, statistiques, bref, des ventes. La semaine prochaine, on parlera des publicités sur les réseaux sociaux ou les plateformes. Comment on fait? Est-ce que ça vaut le coup? On verra ça ensemble. En attendant, on chiffre le générique, c'est parti! Des stats quoi? Non, pas de staphylocoque, des statistiques, des chiffres. Alors oui, je sais, souvent ce sont pas vraiment nos meilleurs amis, et moi qui adore les mathématiques, j'ai toujours eu du mal un petit peu à comprendre ce que vous n'aimiez pas dans les maths. Qui a été traumatisé par 4x égale 12? Chacun sa route, chacun son chemin, c'est un petit peu la blague de la nouvelle année. Passons, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas vous assommer trop avec des chiffres, on va juste essayer de comprendre et de décrypter ensemble. Plus sérieusement, c'est Le Monde qui donne une bonne définition. Les statistiques, c'est la science des dénombrements et de leurs conséquences. Alors oui, ce qu'il faut retenir, c'est nombre et conséquences. En gros, on va justement tirer des conséquences de ces nombres. Les statistiques constituent un outil précieux pour toute activité, mais les auteurs, même les petits éditeurs, ont souvent des fois du mal à voir leur utilité et pourtant c'est vital. Non seulement ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, mais aussi de comprendre si on est sur le bon chemin ou pas, ou s'il faut rebondir ou pas. C'est vrai que si l'on voit 0 vente sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez, il va falloir se relever les manches et c'est reparti. Alors pour un auteur ou un éditeur, c'est quoi exactement et de quoi on parle quand on parle statistique? Les statistiques sont des données qui vous permettent d'analyser votre activité, homogénéité, ou est-ce qu'il y en a justement qui se démarquent par rapport à d'autres, si par exemple vous avez justement plusieurs ouvrages qui sont sortis. Est-ce que les recueils de nouvelles marchent mieux que les anthologies ou que les romans? Quel est le genre littéraire par exemple au niveau vraiment des statistiques qui marche le mieux par exemple chez vous? Ça peut être également le taux de clic pour une publicité ciblée, etc. Si vous avez un blog ou un site internet, cela peut être le nombre de visiteurs par jour. Pour les booktubeurs, ça va être le nombre de vues de vidéos par jour et également la rétention d'audience qui est très importante. Alors la rétention d'audience, c'est une mesure qui vous permet de savoir combien de spectateurs continuent à regarder votre vidéo au fil de sa lecture et à quel moment ils arrêtent de la visionner. Ça permet aussi de savoir quelle vidéo attire plus que d'autres. Est-ce qu'il y a justement aussi un thème qui ressort et qui va par exemple attirer plus de spectateurs? Analyser permet de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas et surtout d'avancer et d'aller au-delà. Pour avoir un exemple imagé, c'est un petit peu comme si vous étiez sur la première marche justement d'un escalier, vous hésitez à monter. Ouais, c'est long quand même tes marches, il y en a 22 à franchir. Et là, vous avez plutôt envie d'aller manger un cookie. Ou alors, si vous avez plutôt envie de redescendre cette première marche franchie, parce que c'est plus proche ou alors que c'est plus confortable et que vous préférez justement rester dans votre zone de confort. Ça va vraiment dépendre de chacun et aussi des objectifs que l'on s'est fixés. Si par exemple, vous voyez qu'une publicité pour mettre en avant un ouvrage ne fonctionne pas ou mal, il faudra voir le pourquoi. Est-ce que ce sont les mots-clés qui n'allaient pas? La date? Si votre ouvrage est une romance de Noël et que vous avez eu envie un petit peu de le mettre en avant en plein été, effectivement ça peut coincer. Si vous sortez une vidéo et que votre objectif de vue et que votre rétention est plutôt dans le rouge, il va aussi falloir s'interroger pourquoi. Alors oui, qu'on se le dise tout de suite, je m'adresse à ceux, celles qui s'intéressent à ça et qui veulent évoluer, voire mais dépasser aussi leurs objectifs. Certains me répondront « Oui, mais bon, moi je fais ça pour le plaisir, je n'ai pas envie d'en vivre, donc je m'en fiche. » Oui, très bien, pas de problème. Et d'autres qui veulent vraiment en vivre. Aujourd'hui, je me concentre sur ceux qui reçoivent par exemple le relevé de droits d'auteur et qui n'y comprennent absolument rien, ou celles qui vont faire une pub sur Amazon et qui sont complètement perdus. Et question publicité, on le verra encore plus la semaine prochaine. Bref, les stats sont plus utiles qu'elles en ont l'air. Dans le monde des livres. Alors sachez qu'il existe un outil payant pour avoir la performance d'un ouvrage. Alors je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai trouvé pendant mes recherches. Je vous l'ai mis en description si justement il y en a certains qui seraient intéressés, c'est Edistat. Librinova a écrit un article sur les ventes d'un primo-roman. J'ai trouvé l'article pas mal justement, donc c'est pour ça que je me permets de vous le citer. Pour un roman dans l'édition traditionnelle, selon l'hebdomadaire L'Express, les ventes en moyenne pour un premier roman varient entre 500 et 800 exemplaires. Également, l'Observatoire économique du livre. Voir les liens dans les sources, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Affirme qu'en 2018, le livre qui s'est le plus vendu, c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso chez Pocket à 590 000 exemplaires. Alors justement, ces deux exemples sont là pour vous montrer la moyenne, on va dire, d'un primo-roman et de l'autre côté, un auteur bien installé qui ne sort pas justement son primo-roman, ce qui explique donc aussi le nombre d'exemplaires vendus.
Je vous fais également aussi défiler d'autres statistiques que je trouve très intéressantes, que ce soit sur les pratiques d'achat, les lieux d'achat également. Vous êtes très nombreuses et nombreux à acheter vos ouvrages en librairie. Finalement, quand on regarde les statistiques de l'Observatoire, ça permet aussi un petit peu de se remettre en question, aussi peut-être de revoir ses objectifs, hein, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça justement, ça va dépendre de chacun. En tout cas, c'est très intéressant à découvrir. Alors hop, après l'édition traditionnelle, passons aux ouvrages auto-édités. Donc, quelle vente pour un premier roman auto-édité? Je cite encore l'article de Librinova. Aujourd'hui, un livre sur 5 enregistré au dépôt légal est une œuvre auto-éditée. En 2010, cette proportion n'était que de 10%. Alors dire que mon premier ouvrage date de ces eaux-là, c'est vrai que c'est un petit peu étrange de se dire que quand j'ai sorti justement mon ouvrage, il y en avait très peu justement d'œuvres auto-éditées, et dans les salons, mais on était une toute petite minorité, alors que maintenant il y en a beaucoup plus. Chez Librinova, ils pensent que dépasser les 500 exemplaires est un très beau résultat pour un primo-roman auto-édité. La barre stratégique chez eux est fixée à 1000 ventes, et ça permet justement d'entrer dans leur programme d'agent littéraire. Mais c'est possible, ne vous dites pas que c'est inimaginable, puisque 5 à 6% des auteurs chez eux atteignent ce seuil. Alors oui, certains vont dire, mais ça veut quand même dire que 94% ne l'atteignent pas, mais il ne faut pas oublier que certains n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Certains justement veulent juste sortir un ouvrage et basta. Tandis que d'autres vont vraiment vouloir se battre, relever leurs manches et y aller. Alors je termine justement avec la fin de l'article de Librinova qui explique que leur best-seller s'est quant à lui vendu à près de 10 000 exemplaires, donc pour un ouvrage auto-édité, c'est très bien. Oui, tout est possible et on garde la motivation. J'espère que je vous ai pas trop fait peur. Analyser et comprendre. On va se concentrer sur ce que vous m'avez apporté. Auteur édité en ME. Alors déjà, il faut que vous ayez la possibilité d'avoir ces stats, cher auteur édité. Oui, je sais, parfois les maisons d'édition tardent à envoyer les relevés de droits d'auteur. Quand certaines, pas forcément très recommandables, vous oublient complètement et ne vous paieront jamais les droits d'auteur, oui, ça existe. Donc on va estimer que vous avez reçu vos relevés de droits d'auteur. Vos éditeurs, chaque année, chaque semestre ou chaque trimestre, vont vous envoyer ce fameux relevé avec les ventes de vos ouvrages. Alors parfois, c'est le cas aussi avec certains éditeurs, que je ne mentionnerai pas évidemment puisqu'ils veulent rester anonymes. Ils envoient aussi par trimestre la réédition des comptes pour être en totale transparence avec les auteurs, et ça j'apprécie beaucoup. Alors je vous partage un exemple. Alors ça ne sert à rien de chercher qui est l'éditeur ou quoi, j'ai complètement modifié les chiffres, c'est vraiment juste pour l'exemple. En revanche, je n'ai absolument pas touché aux catégories ni à la mise en page, ça c'est justement l'éditeur qui s'en est chargé. Vous voyez par exemple le nombre d'exemplaires en stock au début du trimestre. Donc là votre éditeur vous annonce qu'il a 100 exemplaires de votre ouvrage, appelons Soignez votre plume, comme ça pour l'exemple. Ce qui va vous permettre de savoir à combien il a été tiré aussi en exemplaires. Petite précision, normalement dans votre contrat c'est marqué si c'est justement imprimé à la demande ou si le premier tirage est par exemple à 3000 exemplaires. C'est vrai que si sur la réédition de compte vous apercevez qu'il n'y a plus que 100 exemplaires en stock, ça veut quand même dire qu'il y en a pas mal qui ont été écoulés. Nombre d'exemplaires en dépôt ou point de vente, c'est indiqué également, ou alors chez l'auteur, et à ce moment-là c'est indiqué non facturé. On va un petit peu s'intéresser sur ce point. Parfois les éditeurs voudront que vous payiez votre stock. C'est-à-dire vous avez besoin de livres pour un salon ou une séance de dédicace. Vous allez donc les payer et vous allez du coup encaisser vous-même, lors du salon ou de la séance de dédicace, l'argent. Bah oui forcément, puisque vous les avez payés avant. Parfois il peut y avoir des remises, parfois non. Attention, parfois les éditeurs ne paient pas forcément les frais de port, ce qui implique que ça peut revenir cher. Dans cette option, ça vous impose donc de dépenser une somme assez importante et finalement c'est vous qui supportez le risque. Bah oui, parce que c'est vous qui allez justement stocker vos ouvrages, il va bien falloir les vendre parce que sinon vous avez un petit peu l'impression que c'est de l'argent qui dort. Alors que généralement, les éditeurs prêtent le stock. C'est-à-dire, vous leur demandez justement un nombre d'ouvrages. Par exemple, vous avez envie de participer à un salon sur une journée et vous allez justement envoyer un mail à votre éditeur. Il me faudrait 15 ouvrages pour assurer justement ce salon. À ce moment-là, c'est l'éditeur justement qui se charge de tout. Il va vous envoyer ces 15 ouvrages. C'est à vous de les stocker, mais vous ne les avez pas payés. Ce qui veut dire que si le lecteur en achète un, il va falloir rembourser le prix du livre à l'éditeur. Alors c'est le cas pour moi, quand je vous explique que j'ai justement du stock de tel ouvrage ou d'un autre, alors je ne les ai pas payés, c'est prêté, et dès que justement vous me donnez l'argent, je transmets tout de suite à l'éditeur en lui disant justement à telle date j'ai vendu tant d'ouvrages. Revenons à notre petit tableau. Et évidemment, il y a aussi les exemplaires non destinés à la vente. Bref, je vous laisse quelques secondes avec ce tableau qui, je sais, peut en aider vraiment, mais certains, beaucoup me demandent d'ailleurs des exemples de réédition de comptes, donc là, profitez, ça peut vraiment vous montrer un cas classique, donc c'est pas mal.
Et aussi, vous voyez peut-être comme ça mieux avec le montant des droits d'auteur à la fin, puisque je vous rappelle, les droits d'auteur, c'est calculé sur le prix brut, hors taxe justement de l'ouvrage. Alors après, celles et ceux qui reçoivent une fiche de paye, je pense qu'ils sont assez habitués à ce brut, net, etc., à ce qui reste vraiment, à tout, justement tout ce qui part. Je pense que pour ces personnes-là, ça va être plus facile, on va dire, à décrypter. Après, et encore, puisque je vous ferai justement une vidéo complète là-dessus, puisque justement certains auteurs édités bénéficient du précompte et d'autres pas. Donc certains vont devoir déclarer eux-mêmes justement ce qu'ils gagnent, alors que pour d'autres, c'est directement envoyé à l'URSSAF Limousin. L'URSSAF Limousin, c'est celle justement qui s'occupe des artistes-auteurs. C'est justement notre statut. On s'appelle artiste-auteur quand on est auteur édité en maison d'édition. Et depuis le 1er janvier 2021, c'est ouvert aux auteurs auto-édités. Attention cependant, on n'a pas encore assez de recul là-dessus, c'est pour ça que je n'en ai pas encore trop parlé. Autre exemple, avec un relevé classique de droit d'auteur. Donc là, on n'est plus du tout dans les rééditions qui sont très complètes. Là, un relevé de droit d'auteur, c'est souvent une page, voire 2 pages que je vous fais donc défiler. En gros, là, c'est vraiment sous-sous. Qu'est-ce que vous allez toucher? Vous pouvez aussi également voir les cotisations, où ça part, grosso modo. Gardez bien ces relevés, c'est exactement comme vos bulletins de paie. Jusqu'à liquidation des droits de la retraite, il faut les garder. Ah oui, au passage, si vous vous posez la question combien de temps garder quel document, etc., et vous êtes un petit peu perdu dans la paperasse, je vous ai mis un petit lien dans les sources qui explique tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Combien vous allez être payé et surtout sur quelle période. Oui, parce que je le rappelle, alors déjà c'est très rare qu'on soit payé par mois en tant qu'auteur, ça peut arriver dans certains contrats de maison d'édition, mais c'est quand même rare. C'est plus généralement par trimestre, voire par semestre, et parfois même par an. Oui, par an. Donc vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent à la fin de l'année, mais après il faut savoir qu'il y a 12 mois de charges et de factures, donc il va pas falloir tout dépenser. S'il y a eu des promotions faites par l'éditeur, vous pourriez également voir si elles ont fonctionné ou pas. On en avait parlé dans la vidéo contrat d'édition, fifiche, et également du prix. Mais si votre éditeur a fait une promotion, par exemple 0,99 ou 1,99 pour un e-book au lieu de 4,99, ne sautez pas au plafond si vous voyez 2 fois plus de ventes en nombre que d'habitude. Pourquoi ? Car en regardant l'argent que vous allez vraiment recevoir, vous risqueriez d'être déçu. Bah oui, puisque pour arriver au même montant de droits d'auteur, on en a déjà parlé, il va falloir vendre beaucoup plus. Alors tout dépend de la durée de promotion, on en a déjà parlé, mais il est vrai que les promotions longues ont moins tendance à concrétiser un achat, ou en tout cas à déclencher un retour, voire une lecture tout simplement. Et évidemment, je n'oublie pas une catégorie de lecteurs qui achètent, mais qui ne vont pas lire tout de suite, pour X raisons, pas trop grande, manque de temps, etc. Je sais bien que ça rentre en jeu. Non, là je parle surtout du problème des promotions longues où en réalité le lecteur potentiel va se dire bon bah là d'accord ok ça a moins d'1 €, allez hop je prends tout, et il va prendre tout le catalogue et finalement ne va jamais lire un seul ouvrage puisque ça a été un achat compulsif et pas vraiment désiré. Vous savez, on en avait déjà un petit peu parlé justement de cette rétention, le fait qu'il faut justement faire un petit peu monter la pression, la sauce pour après pouf exploser. Auteur auto-édité via les plateformes Amazon, Lulu, Bookelist, etc. Alors je vous fais défiler des exemples de ventes, de stats que les auteurs m'ont fournis sur les différentes plateformes. Ils voulaient rester tous anonymes, je respecte complètement ça, vous ne devriez pas vraiment savoir de qui il s'agit. Alors commençons avec KDP, Amazon Kindle Publishing. C'est assez simple puisque vous pouvez générer ce qu'ils appellent le rapport, savoir quand vous serez payé et de combien. Au passage, petit conseil que ce soit pour les auteurs édités, auto-édités ou hybrides, n'oubliez pas quand même de vérifier ce montant sur votre compte bancaire, à savoir si vous l'avez bien reçu, etc. Quand, bref, faites vos comptes. Ce qui est appréciable avec KDP, c'est que l'on peut suivre au fil des jours les ventes, et s'il y a un creux ou si vous vendez justement rien, on peut facilement réagir. Nous avons par exemple là un auteur, un plan X, puisqu'il soit justement resté anonyme, qui faisait 0 vente. Mais alors la bulle de chez Bulle. Il a boosté ses ventes, il a fait justement une campagne publicitaire Amazon, et voilà le résultat. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Pour lui évidemment, c'est génial, c'est trop super cool pour reprendre ses propos. Alors, qu'est-ce qui a changé? Finalement, il n'arrivait pas à vendre ses ouvrages, mais l'ouvrage en lui-même, la fiche produit sur Amazon, les mots-clés sélectionnés, etc. était bon. Il a eu aussi beaucoup d'impressions qui ont entraîné des clics, et pas mal de clics se sont convertis en vente. Vous inquiétez pas, on reviendra sur impressions, clics, convertissables en vente. Il précise que si tu ne paies pas, tu passes vite aux oubliés. Cela ne signifie pas que ton livre est mauvais, mais tout simplement qu'il se perd dans la masse, donc il faut se pencher sur la com. Je suis assez d'accord avec cet auteur. Alors idem, une autrice m'a envoyé ses stats de vente pour me prouver que le gratuit fonctionnait bien et mieux que si elle le mettait, admettons, à 2 €. À savoir, elle est que sur Amazon et ses e-books, je crois que tous ses e-books d'ailleurs, sont gratuits et elle fait environ 200 téléchargements par mois. Alors oui, d'accord, et pour combien de retours? Ah, entre 0 et 2.
Alors c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Le pire c'est quand certains pensent justement avec 200 téléchargements par mois qui vont justement être lus par 200 lecteurs. Après justement parfois votre ouvrage va être perdu complètement dans la bibliothèque Kindle et ne sera peut-être jamais lu. Et également, votre ouvrage a peut-être été téléchargé parce que c'était gratuit, mais tout simplement que la personne n'a pas eu envie de vous lire. Parfois, il y a juste des personnes qui vont accumuler des ouvrages et puis c'est tout. Alors en revanche, oui, le gratuit peut servir, ne me faites pas dire ce que j'ai pas encore dit, c'est parti pour les exemples. L'Haricot en a parlé sur son site. Pour diffuser un livre, un peu par exemple comme un dossier de presse, pour présenter nos univers, nos ouvrages, à ce moment-là, oui, on le met en gratuit puisque c'est pour donner un échantillon. Vous savez, c'est comme certaines marques qui justement vont vous donner des échantillons dans l'espoir en fait que vous revenez plus tard pour acheter le produit. C'est pareil. Les échantillons c'est forcément gratuit parce que c'est très court et c'est pour donner envie. En revanche, on parle pas forcément d'un roman entier, sauf si encore une fois vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs que les autres. Enfin là, la personne me disait quand même qu'elle voulait vivre de sa plume mais que pour l'instant elle les mettait tous gratuits mais qu'après elle allait les rééditer en les mettant payants. Ouais, je suis pas forcément sûre que ce soit la bonne stratégie, à voir à l'avenir. Continuons dans nos petits exemples. Pourquoi pas aussi le gratuit pour une nouvelle? Si par exemple la nouvelle est courte, voire très courte, si c'est pour faire découvrir votre plume, oui, ça peut être une idée. Nikki Jenkins par exemple l'avait fait, elle avait écrit justement une toute petite nouvelle d'une 40aine de pages je crois, et à la fin mettait des extraits de ses autres ouvrages qui justement étaient payants. C'est vraiment le principe de l'échantillon qui marche plutôt pas mal. Ou encore en tant que promotion limitée dans le temps. Ça a fait ses preuves, ça peut relancer même sur 24 heures et permettre à des personnes de vous lire et de vous faire un retour. En bref et en revanche, peut-on dire que ça va fonctionner si tous nos e-books sont gratuits? C'est plutôt une question de ce que vous voulez faire. Certains ne veulent pas gagner d'argent, juste diffuser une histoire, aucun problème. Ils sont contents de leur stats, ok, et d'autres veulent en vivre et dire si, tu vas voir, mets ton e-book 2 mois gratuit, tu vas exploser, et après tu remets en payant, ça décollera. 2 auteurs et amis à moi ont voulu justement tenter l'expérience pendant le confinement l'année dernière, et à la rentrée justement pour avoir un petit peu une petite comparaison. Oui, je sais ce que vous allez me dire, j'adore recruter un petit peu des cobayes pour mes vidéos. Alors oui, ils ont bien eu un pic de téléchargement, mais dès que la promo était terminée et qu'ils ont remis leur ouvrage en payant, eh bien plus rien du tout. Préférez donc la pub sponsorisée. Alors on a parlé effectivement des téléchargements des e-books ou alors de l'expédition des brochets à vos lecteurs et lectrices potentiels, auteurs auto-édités via des plateformes comme Librinova. Alors je vous partage des exemples d'un auteur qui a accepté justement de me transmettre ses statistiques de vente. Alors cela vous montre sur une période donnée ce que ça donne chez Librinova parce que oui, là-bas aussi ça fonctionne très bien. Alors certes, l'auteur a un bon réseau, pas mal de bouquins, vous voyez qu'il y a une légère différence d'ailleurs en termes de vente, mais dans l'ensemble ça roule. Et ce, sans payer de publicité, simplement avec le temps et en soignant l'ouvrage. Alors oui, ce n'est pas un auteur qui débute, il y a un énorme réseau derrière, il y a aussi le fait que c'est quand même quelqu'un de connu dans la communauté, c'est vrai que ça joue. Cette personne a d'ailleurs beaucoup de retours, une présence sur les réseaux sociaux et une multiplication des réseaux. Alors oui, on reverra ça plus tard, mais ne soyez pas uniquement sur un seul réseau, vous allez voir ça va vite être très limité en fait. On en reparlera, mais il faut savoir se diversifier. Alors oui, je sais c'est difficile, surtout que chaque réseau a un petit peu on va dire ses codes, mais en les apprivoisant on peut faire de grandes choses. Vente en salon. Alors oui, je sais, on a déjà fait une vidéo sur les salons, fifi, mais qu'est-ce qu'on vend finalement dans les salons? À titre d'exemple, pour un salon type festival, c'est-à-dire vraiment qui brasse quand même pas mal de public, pour ma part ça tourne aux environs de 10-15 livres tout confondus par jour. C'est vrai que le premier salon que j'ai fait, entre l'inscription pour le salon et le jour J en fait du salon, il y avait quand même 3 ouvrages qui étaient sortis. Alors c'est vrai que je n'ai jamais fait du coup un salon avec un seul livre, il y a juste eu une séance de dédicace avec un seul ouvrage, puis là oui c'est pareil, je crois que chez la libraire il y avait 8 ou 9 bouquins qui étaient partis ce jour-là. Il est clair qu'au festival fantastique, c'est la magie du destin qui partait, alors que pour des festivals on va dire un petit peu plus horreur, alors c'était plutôt l'anthologie auto-éditée Abomination. N'oubliez pas de toujours avoir sur vous l'inventaire, qu'il faut bien sûr faire avant, parce que le jour même vous allez voir, non vous allez pas avoir le temps d'y penser, non faites-le avant. Perso je note aussi l'heure de vente sur mon bloc-notes, ça peut être aussi intéressant en termes de statistiques, et je peux vous dire que souvent entre 11h30 et 13h50, c'est souvent le calme plat, c'est très calme. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est un petit peu bizarre quand c'est même trop calme. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Alors il y a souvent des bons vers 15-16 heures, ainsi que le matin, si le salon par exemple ouvre tôt, ou une séance de dédicace chez le libraire, sachant que la mienne avait un petit peu commencé vers 9 h, donc il y a eu un bon vers 11 h, et après c'était le calme plat jusqu'à peu près 2h30.
Alors oui, forcément, les gens vont manger. Et j'ai reçu aussi également le témoignage d'une autrice jeunesse qui a fait une séance de dédicace à la médiathèque de sa ville. Et vu que ces ouvrages étaient destinés aux enfants, eh bien les parents sont souvent venus avec eux plutôt tard dans l'après-midi, à savoir après la sieste. C'est vrai qu'elle a eu personne le matin, elle était même un petit peu déçue, elle avait vraiment peur de n'avoir personne, et finalement heureusement qu'il est resté, puisqu'en fait l'après-midi, tous les gens sont venus. Alors deux autrices qui ont fait le salon du livre de la romance. Il y en a une qui n'a rien vendu, mais vraiment absolument rien vendu, elle a fait la bulle complète, oui ça peut arriver, mais a compris pourquoi plus tard et plutôt aussi assez vite. Son stand n'avait pas vraiment d'âme, en tout cas n'avait pas d'identité, elle n'avait aucune carte de visite, aucun flyer, et aussi il y avait un manque d'ouverture vers les lecteurs potentiels. Tandis que l'autre, qui n'espérait absolument rien de ce salon, en a vendu 25. Sachant que, attention, elle a une saga de 4 tomes, c'est aussi de la romance historique en auto-édition, et à chaque fois qu'un lecteur ou une lectrice potentielle lui demandait ses sources d'inspiration, elle se débrouillait très bien puisqu'elle avait préparé justement son speech à l'avance, c'était vraiment parfait, elle avait un discours bien rodé, sans être trop confiante non plus, et surtout pas en insistant, mais finalement elle a réussi déjà en parlant d'inspiration de séries qui étaient quand même assez connues, en n'omettant pas de mentionner justement ce qu'elle avait apprécié ou non, et ce qu'elle avait eu envie de faire dans sa propre romance. Pour un auteur de MM, je rappelle MM c'est mal, il a fait un très grand salon sur 2 jours, le premier il n'a mais rien vendu, mais c'était alors pire que le Camelot, c'était le désert total, et le Dimdi, oui alors Dimdi c'est dimanche chez les Maritiens, il en a vendu 12. Alors sur le coup, il a absolument pas compris, mais c'est vrai que le public qui vient soit le samedi, soit le dimanche, c'est pas forcément le même si parfois il y a des personnes qui vont pas avoir le temps sur une journée de faire le tour des stands et qui peuvent très bien venir le lendemain et du coup aussi tomber sur vous. Petit bonus pour les booktubeurs. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez passer directement au chapitre suivant, aux trucs et astuces. Mais oui, ça me tenait quand même un petit peu à cœur de vous présenter aussi des statistiques des booktubeurs, puisqu'on parle ouvrages, chroniques, conseils, et les statistiques sont aussi d'une très grande aide pour nous. Alors un très grand merci aux 2 amis que j'adore et qui ont accepté de me passer leurs stats. Alors aussi, je vais faire un petit stop tout de suite, La question n'est pas de comparer les chaînes, que ce soit la mienne, les leurs, etc. Non, attention, c'est pas du tout ça l'idée. Là, c'est juste pour vous montrer ce qui va ou ce qui ne va pas sur chaque chaîne, la mienne y compris, vous inquiétez pas, on fait tous des erreurs, moi aussi. Alors vous voyez par exemple sur ces statistiques, le mois de novembre est un petit peu calme justement, bon il n'y a pas beaucoup de vues, et dès qu'on arrive au mois de décembre, la moyenne commence vraiment à monter d'ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'une de ces vidéos qui a été mise en avant et qui approche maintenant les 3000 vues alors qu'elle avait vraiment du mal à démarrer. Passons maintenant à un autre exemple. Les dates aussi sont importantes. Bien sûr, entre le 24 et le 25 décembre, période de Noël, il y a eu peu de vues et d'heures de visionnage. Là, ça va être difficile d'agir là-dessus, à moins de faire une vidéo, mais complètement virale, avec un titre en mode « Noël est fichu !» Ça va être quand même plus compliqué puisque les personnes passent quand même plus de temps en famille. Alors prenons la meilleure vidéo de ma chaîne. Beaucoup de vues, mais finalement peu de durée de visionnage. Oui, c'est bien aussi pour ça qu'il faut aussi voir la rétention d'audience, la durée de visionnage, puisque c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues que les personnes restent forcément très longtemps sur la vidéo. Alors pourquoi il y a peu de rétention d'audience sur celle-ci? Parce que la qualité est médiocre, on n'avait pas de décor à l'époque, je parle en plus un peu avec mon nez, je ne vais pas directement au sujet qui intéresse ceux et celles qui cliquent, à savoir qu'est-ce qu'on choisit comme logiciel. Beaucoup veulent une réponse claire et continuent aussi à m'envoyer des commentaires en mode « Oui mais toi, qu'est-ce que tu prends seulement Word? Mais c'est pas possible que tu réussisses à écrire des bouquins, il faut prendre Scrivener, je te jure, c'est vraiment le meilleur !» Ça dépend. Et oui, j'ai tendance à dire que c'est en fonction de vous, et c'est la vérité. Heureusement, certains commentaires vont aussi dans ce sens, et c'est vraiment mon credo. Certains vont apprécier Scrivener ou White Control, quand d'autres, comme moi, vont préférer LibreOffice, Word, et juste écrire. Donc non, je ne vais pas vous imposer un logiciel d'écriture, puisque ça dépend de vous. Et vous êtes souvent les mieux placés pour savoir ce qui est mieux pour vous. Une chose à retenir donc, roulement de tambour, est-ce que vous avez suivi justement ce petit bonus? Ce n'est pas parce qu'une vidéo a beaucoup de vues qu'elle retient forcément l'attention au point d'exploser le compteur de visionnage. Attention à ça, et c'est bien pour ça qu'il faut creuser les statistiques. Du coup, comment rebondir face à ce problème? Eh bien c'est simple, à chaque commentaire, j'invite les personnes à regarder les nouvelles vidéos. Je précise que grâce aux tipeurs et aux tipeuses, on a une nouvelle caméra, on a également un nouveau décor beaucoup plus accueillant et attrayant, et je leur indique que je referai certainement une vidéo un jour en meilleure qualité sur ce sujet. Passons maintenant aux trucs et astuces de Tata Nexia. Allez, c'est parti. Vous avez peu de trafic sur votre site, votre blog ou votre chaîne et vous aimeriez en avoir plus.
Commencez par regarder vos statistiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Essayez de comprendre. Est-ce que l'algo ne vous aime pas? Oui, moi il ne m'aime pas. Est-ce que les gens n'aiment pas ce que vous faites? Ou alors est-ce qu'ils préféraient ce que vous faisiez avant? Est-ce que justement vous avez changé quelque chose dans vos habitudes? Est-ce qu'avant par exemple vous publiez tous les lundis matins et là vous avez changé, vous êtes passé au mercredi? Est-ce que vous avez aussi voulu changer de direction au niveau de votre blog et certains malheureusement n'ont pas suivi? Ça arrive, hein, tous les goûts sont dans la nature. Comprenez et rebondissez. Oui, là c'est comme si je rebondissais là. Vous n'arrivez pas à vendre un seul de vos livres, comment vous vous y prenez? Oui, il va vraiment falloir se poser la question et aussi très souvent se remettre en question. Est-ce que vous harcelez les gens en MP en leur balançant les liens de votre ouvrage comme ça? Non, il ne faut absolument pas faire ça et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à avoir de vente. Bon, sauf si la personne a demandé expressément le lien, hein, bien sûr, ou qu'elle vous a dit « Oui, oui, tu peux me spammer dès la sortie, il n'y a aucun problème, je l'achèterai. » Ça, effectivement, ça dépend. Est-ce que vous reprenez toujours la même photo pour promouvoir votre ouvrage? On aime bien la nouveauté et voir une œuvre sous un angle différent. Alors rien ne vous empêche de ressortir la photo que vous adorez, par exemple, pour les 1 an. Mais par pitié, évitez sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, à chaque fois de mettre la même photo de votre ouvrage avec exactement le même texte. C'est un petit peu lassant, en fait. Prenons par exemple les super montages de Sophie Lim. Je vous en mets justement un petit peu tout autour de moi. Ils sont bien faits, elle met les auteurs en avant en plus, c'est génial. Mais il faut bien savoir les utiliser. Ces super montages par exemple, ça ne sert à rien de les partager 15 fois dans la même journée. Et non. Ou de les remettre le lendemain 3 fois. Non, étalez-les dans le temps. Partagez-le une première fois, par exemple un matin. Le lendemain, pourquoi pas le soir et le 3e jour en plein après-midi. Vous verrez que vous ne toucherez pas les mêmes personnes et c'est pareil entre la semaine, le mercredi ou le week-end. Pour avoir encore plus d'informations sur la communication sur les réseaux sociaux, je ne saurais que trop vous conseiller l'e-book de Lariko justement qui en parle, lien dans la description. Ou encore également, pourquoi pas de prendre rendez-vous avec justement des consultants ou des consultantes en communication. Si jamais vous avez vraiment du mal, faites-vous un planning ou alors sur votre agenda ou sur votre calendrier, notez justement ce que vous avez envie de faire. Le lundi, vous allez parler de tel ouvrage, mercredi d'un autre, ou alors du même, si par exemple vous en avez qu'un, mais sous un autre angle. Optez pour un extrait le lundi, le mardi pourquoi pas une présentation de personnage, le mercredi une citation, le jeudi un esthétique, le vendredi sur pas mal de RS c'est le hashtag vendredi lecture. Partagez justement le lien de votre ouvrage avec pourquoi pas 3 choses à retenir dessus. Et quand je dis 3 choses, ça peut aussi être 3 éléments. Par exemple, la magie du destin S1T1, si je devais justement transmettre 3 éléments pour le promouvoir, je dirais magie, droit des femmes, complot. Prenons par exemple l'ouvrage d'Anne-Sophie Henniker-Elstone, ce serait école, enquête et dragon. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, il y aura encore beaucoup plus d'exemples. Ne négligez pas les réseaux sociaux. Trop d'auteurs les négligent, ou parce qu'ils ne savent pas les utiliser, les rabaissent, et certains, et c'est ça aussi qui m'énerve un petit peu, vont jusqu'à diffuser des fake news par rapport aux réseaux sociaux, et ça a un petit peu tendance à m'énerver. Par exemple, non mais Twitter, c'est pas bien pour les auteurs et autrices, faut vraiment l'éviter, mais non mais Twitter, c'est pas pour les auteurs. Les tweets programmés ne servent à rien, oubliez ça. Insta, c'est que de la photo, il en faut des nickel, avec un feed nickel, sinon tu dépasses pas les 100 abonnés. YouTube, c'est que des vidéos de chats, c'est pas intéressant pour les auteurs. Stop aux idées reçues, on va tout reprendre et ne vous inquiétez pas, on ira encore plus en profondeur dans une vidéo thème sur les réseaux sociaux. Là, on se concentre sur ce que je vous avais évoqué dans la vidéo promotion après la sortie de l'ouvrage, fifiche, mais je tiens quand même à préciser et à le dire maintenant. Oui, Twitter, c'est aussi pour les auteurs. Il y a une communauté littéraire super importante là-bas. Si vraiment vous n'y arrivez pas et que ce réseau vous sort par les yeux, on verra ensemble justement pourquoi vous bloquez, qu'est-ce qu'il y a en fait, pourquoi justement vous ne comprenez pas, mais il ne faudrait pas le négliger. Oui, les tweets programmés servent, contrairement à ce que l'on pourrait entendre. Alors concernant Insta, oui les photos peuvent avoir une importance, mais concernant le feed, en fait, mais ça va être à vous de voir. En réalité, il faut que le feed vous ressemble et surtout vous plaise. C'est vrai que si vous avez un feed qui ne vous plaît pas, vous n'allez peut-être pas forcément avoir envie d'aller sur Instagram. Alors moi personnellement, j'ai un feed à mon image sur Insta, je vous fais justement défiler. J'ai plus de 1K d'abonnés avec des gens avec qui j'interagis tous les jours, environ une 40aine de personnes chaque jour. Et mes photos ne sont pas forcément droites, parfois certaines sont floues. Parfois aussi on peut un petit peu se demander pourquoi j'ai pris cette photo et pas une autre, mais c'est tout moi en fait, c'est vraiment mon image. Et ça n'empêche pas les gens de venir, de me parler, de discuter. Alors qu'en pensez? Oui, on en reparlera dans les vidéos thèmes, les réseaux sociaux, mais soyez vous-même. Partagez, restez ouverts, il faut que ça vous plaise et c'est comme ça justement que vous allez avoir envie de revenir le lendemain et le surlendemain et de promouvoir vos ouvrages. En bref, les statistiques sont vos amis pour la vie. Toute confusion avec une certaine pub est complètement proscrite.
Bien lire et conserver son relevé de droits d'auteur ainsi que les paiements par les plateformes, que ce soit pour vérifier qu'ils aient bien payé ou tout simplement aussi pour les impôts. Gardez en tête un objectif, savoir ce que l'on veut et ce que l'on veut aussi atteindre. Savoir rebondir. Les échecs, il y en aura, transformez-les en tremplin pour votre réussite. En plus, j'adore les trampolines. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on va parler publicité sponsorisée sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? On verra, on en parlera. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à lâcher un like et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à passer sur les plateformes Utip ou Tipeee afin de nous soutenir. Passez une très belle journée et en attendant le prochain conseil, soignez votre plume!